Ouais, c'est bon. Bonjour à vous tous, charmants de ma communauté web, médiateur du Québec, de la francophonie mondiale. Aujourd'hui, je suis très, très contente de vous présenter un invité qui s'appelle Elvis Grahovic, qui est un médiateur au Québec. J'avais très hâte de le rencontrer. Ça fait longtemps que j'ai lu son livre et j'avais eu vraiment le goût de faire une présentation avec lui, mais d'abord vous présenter Elvis. Alors, il est membre du barreau du Québec. Il a travaillé comme avocat en droit du travail et de l'emploi dans un grand cabinet national avant de se consacrer entièrement à la formation, à l'enseignement et à la pratique des modes de prévention et de règlement des différends et de la pleine conscience. Il détient une maîtrise en prévention de règlement des différends de l'Université de Sherbrooke. Il est médiateur accrédité par l'Institut d'arbitrage et de médiation du Québec. Il est enseignant qualifié pour le programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience de l'École de médecine de l'Université du Massachusetts. C'est un peu dur à prononcer ce mot-là. Bon, il a développé et enseigne à la maîtrise de PhD à l'Université de Sherbrooke un cours d'éthique professionnelle basé sur la pleine conscience. Alors, il offre aussi des conférences, des ateliers, des formations sur la pleine conscience avec la gestion du stress, l'intelligence en lien avec la gestion du stress, l'intelligence émotionnelle, l'éthique et le bien-être numérique. Il est aussi, et j'ai trouvé ça intéressant, Elvis, quand j'ai vu ça, cofondateur et co-directeur du camp LIFT, LIFT, un organisme de bienfaisance visant à améliorer le bien-être des adolescents pour le développement de saines habitudes de vie. Alors voilà, une personne aussi engagée dans sa communauté. Alors, comment vas-tu, Elvis? Ça va très bien, Céline. Merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. J'ai bien Ouais. hâte de plonger avec toi dans ces sujets que, bien sûr, je trouve passionnants. Oui, oui. Alors, je vais d'emblée présenter le livre que Elvis a écrit qui s'appelle Le savoir-être des médiateurs. Je suis obligée de. Je vous le montre là, hein? Alors, on voit les trois petits singes là. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est le savoir-être des médiateurs, améliorer l'éthique professionnelle par la pleine conscience. C'est aux éditions Yvon Blais, donc vous pouvez le commander certainement directement chez Éditions Yvon Blais ou à Amazon. J'imagine qu'Amazon a un lien. Amazon est partout de toute façon. Et ça a été publié en 2018. Donc, on va parler de pleine conscience et de lien avec la médiation, de lien avec le savoir-être du médiateur. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Et je suis contente parce que dans toutes mes entrevues actuellement, on n'a jamais été dans ce sujet-là. Bien que, ben oui, le savoir-être du médiateur, mais là, c'est un angle qui est particulier. C'était quoi ta motivation, Elvis, à écrire ce livre-là? Comment c'est arrivé là, dans ta vie ou comment on arrive à ça, là? Ouais, c'est une grande et belle question, je dirais. Faut que je retourne un peu en arrière pour pouvoir répondre adéquatement à ces questions-là. Dans le fond, moi, j'ai découvert la médiation durant mon baccalauréat en droit en troisième année. Mhm. Puis, ça m'a vraiment marqué et donné le goût, en fait, de pratiquer la médiation parce que je trouvais que c'était une manière alternative, finalement, d'arriver à un sentiment de justice qui impliquait davantage la psychologie, la communication, Mhm. moins juridique. Puis, j'ai fait mon barreau et je suis parti voyager. Puis, c'est durant mes voyages que j'ai découvert la pleine conscience. Donc, j'ai fait plusieurs retraites de méditation. Donc, Oups, ça bloque. en silence. Puis ça m'a vraiment permis d'avoir euh, une, euh, une réalisation expérientielle de qu'est-ce que ça pouvait apporter la pleine conscience. Je voyais comment ça améliorait ma capacité à mieux me comprendre moi-même, à comprendre davantage les personnes avec qui j'interagissais, à mieux gérer mes conflits. Puis là, je me disais, crime, j'ai pas entendu parler de ça là, au baccalauréat en droit, j'ai pas entendu Ah, parler c'est de surtout pas la place où tu en entends parler. Mais donc, ce que je comprends, c'est que le droit est arrivé dans ta vie avant ta ça. découverte de la méditation puis de la pleine conscience. Le droit était là. Là, tu as fait un parcours de voyageur et d'explorer l'esprit humain, on peut dire ça quelque part. Tu vois qu'il n'y a pas de lien entre les deux, là, hein, ça ne marche pas. Puis là, tu es allé travailler dans un bureau en conflit. Comment tu as trouvé ça, le conflit, là? Ça a dû être un clash.
Ben, tout à fait. En fait, moi, j'ai eu des stages en droit avant même de découvrir la médiation. J'ai fait un parcours en droit coopératif à l'Université de Sherbrooke. Donc, dès la deuxième année, j'étais en cabinet, puis là, je me rendais compte justement de la déconnexion entre mon idéal de comment ça devrait être géré, puis comment c'était géré en soi. Donc, effectivement, ça a été un grand choc qui m'a justement amené à m'intéresser à d'autres choses que cette manière-là de gérer les conflits. Tout ça pour dire que finalement, arrivé à la maîtrise en prévention et résolution des conflits, moi, j'avais cette idée de vouloir rédiger là-dessus, euh, que mon mémoire de maîtrise porte sur comment la pleine conscience peut nous aider à mieux gérer les conflits. J'avais un peu peur d'arriver comme, je sais pas, la personne du champ gauche là, qui parle de quelque chose de peu abstrait. Les OPT, les OPT? C'est ça. Puis, j'ai été chanceux, en fait, que le directeur de la maîtrise à l'époque, c'était Jean-François Roberge, qui est maintenant juge à la Cour du Québec. Mais lui a bien sûr un doctorat en droit, mais aussi une maîtrise en psychologie. Et donc, lui savait déjà un peu de quoi je parlais. Il m'a dit, Ah, tu parles de mindfulness. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un mot en anglais pour décrire ce phénomène-là. Puis il m'a dit, ben vas-y, je te fais confiance, je te laisse aller. Puis assez rapidement, j'ai découvert qu'il y avait justement de la littérature scientifique, beaucoup de littérature scientifique sur les bienfaits de la pleine conscience, même certains médiateurs qui faisaient des liens entre la pleine conscience et la gestion des conflits. Puis, ben, j'ai décidé de prendre le sujet sous l'angle justement de l'éthique professionnelle des médiateurs, puisqu'à la Mhm. maîtrise, on entendait souvent ben, le médiateur est son meilleur outil, il doit faire preuve de savoir-être. Puis, je comprenais un peu intuitivement ce qu'on voulait dire, mais je trouvais que ça manquait là, de concret. Donc, ben, c'est là où j'ai justement fait toute cette démarche d'analyser les codes d'éthique à la recherche au-delà des techniques de savoir théorique ou des techniques de savoir-faire, qu'est-ce qui référait au savoir-être des médiateurs, les qualités personnelles que le médiateur doit amener. Puis après Mhm. ça, ben, toute la littérature scientifique euh, Ça, qui embarque ouais, par-dessus pour démontrer comment la pleine conscience peut nous aider à développer ces qualités-là. Donc, c'était un peu ça ma motivation. Je trouvais qu'il manquait quelque chose dans la formation qui avait vraiment attrait au savoir-être. Puis, moi, j'avais personnellement découvert cette technique-là qui permettait de l'améliorer. Donc, c'est pour ça que j'ai et, rédigé. et là, ça fait beaucoup de choses. Et là, on va un peu décortiquer tout ce que tu nous Ouais, viens ouais. de dire, mais ça donne le portrait global de notre sujet finalement. J'aimerais ça que tu nous définisses la pleine conscience. C'est quoi la pleine conscience? Disons que je pense qu'il y a peut-être des auditeurs qui vont savoir c'est quoi, mais il y en a peut-être qui ne le sauront pas non plus. Donc, c'est quoi ta définition en termes simples? Ouais. Puis après ça, peut-être que me parler un peu des recherches scientifiques par rapport à ça. Ouais, ouais. Ben, en fait, la pleine conscience, une chose qui est utile à faire, c'est de la distinguer de la méditation en tant que telle. Parce que souvent, on confond les deux. Donc, la pleine conscience en tant que telle, c'est un état d'esprit qui est naturel pour les êtres humains, qu'on a tous le potentiel d'atteindre, qu'on a sûrement souvent atteint, mais sans comprendre que c'est ça c'est ça qui se passait à ce moment-là. Un peu comme, disons, l'état de fatigue ou l'état d'ébriété, c'est un état qu'on peut atteindre. Et la méditation en tant que telle, ben, c'est des exercices attentionnels, concrets, systématiques, qui améliorent notre capacité à atteindre des états de pleine conscience plus rapidement, plus fréquemment, y demeurer de manière plus longtemps de manière plus longue. Mhm. Donc, c'est vraiment des outils d'exercice attentionnel qui nous permettent de faire ça. Puis la pleine conscience en tant que telle comme état, ben, pour la comprendre, c'est utile aussi de la séparer en trois éléments. Donc, le premier élément, c'est un élément d'intentionnalité. Donc, intentionnellement porter son attention sur quelque chose. Puis, dès qu'on essaie de pratiquer un peu des exercices de méditation, on se rend compte que l'esprit humain n'a pas Voyage. Oui, est distrait facilement, a tendance oui, à aller partout, oui. sauf de rester où est-ce qu'il est, puis de garder son attention à un seul endroit sans être distrait par d'autres choses. C'est assez difficile en général. Puis, ben, il y a des bonnes raisons pour ça. D'un point de vue évolutif, c'était très important pour les êtres humains d'avoir justement une attention qui se promène un peu partout à la recherche des menaces. Des menaces, oui, c'est Ouais, ça, c'est des ça. dangers. Et si on est trop dans ce paradigme-là, ben, on a de la difficulté à fonctionner puis à rester concentré. Donc, l'idée de la pleine conscience, c'est de développer cette autre capacité qui est la capacité de porter son attention délibérée, intentionnelle sur un endroit, puis de la garder à cet endroit-là le plus longtemps possible. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est, oui, est-ce que tu allais Ah, poser? ben oui, mais donc l'intention Oui, d'être vraiment focusé, c'est vraiment la première chose, l'intention d'être présent aussi. exactement. Ça, tu m'amènes
Ben, il y a l'intentionnalité, puis là, d'être présent, ça fait Oui. référence OK, ça, c'est le deuxième élément. OK. le deuxième élément qui est le moment présent, finalement. Et Oui. donc, sans aller dans la métaphysique là, de qu'est-ce que le moment présent, on peut simplement se dire que c'est ce à quoi on a accès à travers nos cinq sens. Donc, ce Mhm. qu'on voit, ce qu'on est capable de toucher, ce qu'on sent, ce qu'on entend. Donc, le moment présent pour toi et moi, c'est finalement l'écran, puis la pièce dans laquelle on est, puis le fait qu'on se parle à travers l'écran. Et donc, dans des pratiques de pleine conscience, comme la méditation de pleine conscience, on va utiliser des objets de méditation comme la respiration, les sensations physiques. C'est ça qu'on va observer de manière intentionnelle. Simplement parce que on ne peut pas respirer au passé puis on ne peut pas respirer au futur. Donc, dès qu'on dépose notre attention sur la respiration, on est automatiquement dans le moment présent. On n'a pas besoin de se poser la question. C'est ça. Puis Donc, pourquoi c'est le corps, c'est l'accès avec le corps, les sensations aussi, ou plus juste la respiration ou ben, il y a différentes méditations qui ont OK. différents objets de méditation. Donc, on peut simplement faire une méditation sur la respiration strictement. Donc, là, on observe la respiration. Ou on peut faire une méditation où est-ce qu'on observe les sensations physiques, ou on peut combiner les deux. Donc, OK. ça peut être tout à fait l'un et l'autre ou l'un ou l'autre. Euh, Puis, ben, pourquoi cet intérêt par rapport au moment présent comme deuxième élément de la pleine conscience, c'est que quand on observe l'esprit, on se rend compte que non seulement il n'est pas capable de rester à un seul endroit pendant plus que quelques secondes, mais il voyage constamment entre le passé et le futur. Donc, si je me rends compte, par exemple, en ce moment que j'ai faim, ben là, tout de suite, je vais penser à qu'est-ce que j'ai mangé ce matin dans le passé pour ne pas manger la même chose cet après-midi dans le futur. Qu'est-ce que j'ai acheté à l'épicerie la semaine passée pour pouvoir faire ma recette plus tard dans le futur. Donc, c'est un peu comme une balle de ping-pong entre le passé et le futur. Et on a beaucoup de difficultés finalement à rester présent au moment présent. Puis Mhm. ben, on a tous des exemples très éloquent de ça, que par exemple, quand on conduit une voiture, ben, on peut conduire pendant 20 minutes, arriver à destination, puis pas se rappeler finalement quelle rue on a pris, qu'est-ce qui joue à la radio, quel genre de pensée on a eu, qu'est-ce qu'on ressentait à ce moment-là, parce qu'on est perdu finalement dans des pensées Puis des du fois, passé. c'est ça, puis en médiation, si on le ramène en médiation, le médiateur peut écouter une partie, mais il l'écoute pas tant que ça parce qu'il est en train de penser à son enfant qui est à la garderie. Oui, tout à fait. Ah, mais ça passera pas devant un juge. Il est plus là, il est plus présent, il est en train de faire d'autres choses, et il est plus. Ouais. Effectivement, ou qu'est-ce que je vais faire plus tard, comment je vais répondre à ce qui est en train d'être dit. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. OK. Donc, intentionnalité, présent, puis tu me parlais d'un troisième élément? Oui, troisième élément, c'est une attitude. Donc, avec quelle attitude est-ce qu'on va intentionnellement observer le moment présent? Puis dans la littérature en pleine conscience, on dit que c'est une attitude qui est sans jugement. Mhm. Si la négative est un peu abstraite à comprendre, on peut dire à la positive avec curiosité, avec acceptation de ce qui est là, finalement. Puis la raison pour laquelle on essaie de développer cette attitude-là, c'est que, disons que d'un point de vue quotidien, là, notre cerveau du quotidien a une espèce de règle inconsciente qui est de juger comme étant bon les expériences plaisantes dans notre vie et juger comme étant mauvaises les expériences déplaisantes dans notre vie. Puis si on Mhm. regarde chacun nos vies, on peut se rendre compte que c'est une succession d'expériences où est-ce qu'on tente de produire et reproduire des expériences plaisantes, puis on tente d'éviter des expériences déplaisantes. On pourrait résumer ça aussi simplement que ça. Puis, cette règle inconsciente-là est bonne. 95% du temps, c'est la chose à faire. En général, si on croque dans une pomme puis qu'elle goûte mauvais puis que c'est une expérience déplaisante, ben sûrement que c'est une bonne chose de ne pas la manger parce qu'elle est pourrite. Mais c'est pas vrai que tout ce qui est plaisant est nécessairement bon pour nous. Et c'est pas vrai non plus que tout ce qui est déplaisant est nécessairement mauvais pour nous. Puis là, la Mhm. pleine conscience qu'elle tente de nous aider à faire, c'est de développer cette capacité de ne pas juger le moment comme étant mauvais automatiquement parce que c'est déplaisant, puis comme étant bon automatiquement parce que c'est plaisant, mais de choisir en fonction de ce qui est important, de nos valeurs, ce qui doit être fait dans la situation sans être trop accroché à ce qui est plaisant, puis sans trop repousser ce qui est déplaisant. Donc, quand on dit sans jugement, c'est simplement accepter le moment tel qu'il est. Qu'il soit OK. plaisant, ben, on l'accepte. S'il est déplaisant, on l'accepte aussi dans comment il nous apparaît finalement. OK. Euh, Là, on a comme établi notre base de c'est quoi la pleine conscience. C'est pas non plus. Je comprends qu'il y a des exercices de méditation, mais c'est pas, et ça, je pense qu'il est vraiment important, c'est pas lié à une religion. Hein. Donc, c'est relié vraiment à un exercice. C'est pas lié à aucune religion.
Ouais. Et, parce que ça, je pense que c'est important de démystifier Mhm. ça. Puis l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas nécessairement être assis, puis être en puis faire des mantras pour être en pleine conscience. Tu peux éplucher tes carottes, puis tu es en pleine conscience. En tout cas, moi, c'est ce que j'en comprenais, là. Ouais, ouais, tout à fait. Puis ouais, c'est important de traiter de ce sujet-là. Effectivement, nous, en Occident, on a un peu la vision, ou on peut avoir la vision de la pleine conscience comme étant quelque chose qui sort d'une religion. On a un peu cette impression-là que c'est quelque chose qui est bouddhiste, par exemple. Mhm. Puis, ben, effectivement, dans son historique, il y a des gens de l'Occident dans les années 50, 60, 70 qui sont allés en Orient, qui ont pratiqué là-bas, puis qui ont ramené ces pratiques-là ici. Puis, comme on connaît ici la pleine conscience, parfois, les enseignants vont utiliser des termes comme Anapana ou Vipassana pour décrire des types de méditation. Puis c'est le langage qui existait à l'époque Mhm. en Orient. Donc, ça peut donner un peu l'impression qu'il faut être bouddhiste pour pratiquer ça, mais finalement, les pratiques en tant que telles, il faut vraiment les voir comme des exercices attentionnels qui portent sur des objets qui sont universels. Donc, observer sa respiration, ça appartient à aucune religion. Observer ses sensations physiques, ça appartient à aucune religion. Puis, dans ces pratiques-là, il n'y a pas de notion de j'ai besoin de croire en quelque chose ou je suis en train de visualiser quelque chose ou même je suis en train de me répéter des formulations ou des prières. Il n'y a vraiment rien de ça. C'est vraiment strictement observer des phénomènes universels comme la respiration et les sensations physiques. Donc, c'est vraiment une manière d'entraîner son attention Oui. sans référence à aucun aspect ou croyance religieuse. C'est un phénomène aussi, ben, quand je regarde dans ton livre, c'est quand même documenté au niveau scientifique. Mhm. On a prouvé que ça apportait du bien-être aux gens, que les gens pouvaient avoir de meilleure santé, bien des choses. Puis il y a des chercheurs là-dedans. Là, tu peux-tu rapidement nous parler des recherches puis des bienfaits là, de la pleine conscience? Oui, ouais, tout à fait. Ben, tout le parcours scientifique de la pleine conscience est vraiment intéressant, là. Quand on regarde, par exemple, vous pouvez trouver ça en ligne, là, des chartes du nombre d'études par année qui sortent avec comme thématique la pleine conscience. Donc, des études qui sont des études universitaires revues par les pairs. Puis, on voit que, par exemple, des années 80 à 2000, il y a de 0 à 10 études par année qui sortaient. Puis, dans les dernières 5 années, c'est au-delà de 1000 études par année. Wow, wow, wow. C'est vraiment documenté. Puis il y a aussi ce qui va aider aussi, c'est qu'on peut maintenant, parce que je m'intéresse aussi à la neuroscience, on peut maintenant analyser ce qui se passe dans le cerveau. On n'est pas obligé d'ouvrir le cerveau pour comprendre ce qui se passe dedans. On peut, avec l'imagerie cérébrale, faire des tests puis voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, dans des exercices de pleine conscience, puis des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, Hum, effectivement. Puis ben, c'est ça, disons, c'est pas toutes ces études-là qui ont la meilleure rigueur scientifique, mais il y a de plus en plus d'études qui sortent des plus grandes universités au monde, là, que ce soit Harvard, Cambridge, Yale, qui sont faites par les plus grands chercheurs sur la planète, puis qui démontrent de plus en plus finalement qu'il y a effectivement des bienfaits à tout plein de niveaux, finalement. Tu sais, notre esprit, c'est notre premier contact avec la réalité. Donc, tout ce qu'on va vivre va passer à travers l'esprit. Et donc, si on améliore nos capacités de perception, de concentration, d'autorégulation, ça va avoir un impact sur tout ce qu'on fait, finalement. on ramène ça au médiateur. Parce que là, on s'adresse aux médiateurs. Ouais, Ramenons ça à nos médiateurs, nos chers médiateurs. Quand tu es médiateur, ben, tu pratiques la médiation, tu sais, ben, quand tu es médiateur, tu as des parties en conflit, tu es dans le conflit. Bon, Euh, c'est quoi les bienfaits pour le médiateur d'être, je veux dire, d'avoir pratiqué la pleine conscience, puis d'avoir développé cette capacité de s'autoréguler, en tout cas, parce que ce que je comprends, c'est que plus tu pratiques la pleine conscience, plus que tu es capable d'être en maîtrise de ton esprit, on peut-tu dire ça? on pourrait dire ça. Donc, moi, comment j'aime le présenter, c'est que la pleine conscience permet de développer deux qualités principales qui sont la conscience de soi et l'autorégulation. Donc, prendre conscience de qu'est-ce qui se passe et choisir comment on veut répondre à qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc Mhm. là, assez rapidement, on peut rentrer dans du concret en médiation si on fait justement référence à ce à quoi on s'attend d'un médiateur, ben, qui soit impartial, qui soit intègre, qui soit respectueux, qui fasse preuve d'empathie. Donc, toutes ces qualités-là, bien sûr, vont être améliorées par la capacité du médiateur à prendre conscience de ce qui se passe, puis à choisir consciemment qu'est-ce qu'il veut qu'il advienne de la situation. Donc, si je prends un exemple concret en lien avec l'impartialité,
ben, on comprend l'impartialité quand on lit un peu la littérature sur la médiation que idéalement, le médiateur offre une considération qui est équitable aux deux parties. Puis on s'entend, on est tous humains, on va tous avoir des préjugés, des jugements qui vont teinter notre perception. C'est pas un problème en soi tant qu'on n'est pas en train de transposer ça dans notre comportement, n'est-ce pas? Donc, Ouais. il faut que le médiateur puisse se voir en train d'avoir un favoritisme ou d'avoir un préjugé favorable ou défavorable ou un biais favorable ou défavorable envers une partie. S'il s'en rend pas compte, inconsciemment, il va simplement traduire ce biais-là en comportement. S'il s'en rend compte, il peut choisir. Est-ce que je vais laisser ce biais-là m'influencer ou pas? Et donc, vraiment, c'est ça qui permet la pleine conscience, c'est de se rendre compte en temps réel, OK, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps quand cette personne-là parle, ça m'irrite on ne sait pas quelle raison. M'énerve! On ne sait pas quelle raison, ça M'énerve! peut, Oh, il n'y a pas d'allure, ou ça n'a pas de bon sens, ou il y a de mauvaise foi. Ben, tu sais, il peut arriver bien des jugements, là. Il ne veut pas avancer, il est agressif, toutes sortes de jugements qui peuvent arriver, effectivement, là. voilà. Puis ces jugements-là peuvent provenir effectivement du comportement en temps réel de la personne, comme ça peut être un bien conscient qui réfère à une expérience passée que nous, on a eue, qu'on n'est pas en train de se rendre compte qu'il est en train de jouer à ce moment-là. Oui, Donc, si on s'en rend compte, qu'on se rend compte qu'il y a de l'irritation présente, ben là, on a le choix de faire abstraction de cette irritation-là, puis continuer à honorer notre devoir d'impartialité à ce moment-là. Puis ben, si ça devient incontrôlable, on peut prendre une pause, Donc, on oui. reprend le contrôle, on reprend le pouvoir d'influencer notre capacité à rester et demeurer impartial dans ces situations-là. Donc, Mhm. ça, c'est l'exemple avec Oui. partialité. L'impartialité, il y a d'autres choses aussi, ben, le respect, l'intégrité. Ouais. Ben, quand on regarde un peu disons, en lien avec l'intégrité, il y a cette partie où, quand on lit un code d'éthique des médiateurs, par exemple celui de l'Institut de médiation de l'Avocat du Québec, il y a toute cette notion de pas avoir de conflit d'intérêt avec les parties, d'avoir une Oui. certaine indépendance. Puis quand on lit la littérature, c'est des exemples assez, disons, gros. Par Mhm. exemple, un médiateur ne devrait pas posséder des actions dans un conflit où est-ce qu'il y a un conflit entre actionnaires. On s'entend, Ça, c'est bien évident. sûr. Ça, c'est évident. C'est assez évident, Oui, mais oui, il y a peu de littérature qui traite de l'aspect où, de par la posture du médiateur en tant que tel, de par son rôle dans la dynamique, a des intérêts qui parfois sont de manière inhérente opposés à celles des parties. Là, je vais donner des exemples assez simples, évidents, mais que si on ne porte pas attention, ben, ça peut nous jouer des tours. Par exemple, le fait que ben, la plupart des médiateurs sont payés à l'heure, n'est-ce pas? oui, Donc, ils facturent à l'heure. Et donc, en quelque part, s'ils veulent vivre de la médiation, ben, ont intérêt à ce que la médiation dure un certain nombre de temps. Alors que ben, les parties, on comprend que c'est à peu près l'opposé, là. Ils ont oui, intérêt à ce que ça dure moins longtemps et à ce qu'ils payent moins d'argent. Donc, ça, c'est un exemple parce qu'il y a une tension entre les intérêts du médiateur et celle des parties. Une autre d'entre elles, c'est le médiateur qui a besoin d'être perçu comme étant nécessaire au règlement du conflit ou comme étant perçu comme un médiateur qui règle. Lui a la réputation d'être efficace, puis il lui, est il bon. règle les situations. Donc OK. là, on peut avoir inconsciemment cette espèce de pulsion à amener les parties à régler, tu sais. Oui, Alors qu'il y a des situations où les parties, ou une des deux parties du moins, n'a pas intérêt à ce que ça se règle en médiation, ont peut-être intérêt à ce que ça aille devant un tribunal, que ça soit public, qu'il y ait un juge qui se prononce sur la chose. Donc encore là, il peut y avoir des intérêts opposés entre ce que Mhm. le médiateur veut consciemment ou inconsciemment et ce que les parties ont besoin. Oui, c'est Et ça. donc, est-ce que le médiateur s'en rend compte en temps réel qu'il est en train de tirer la couverte envers ses intérêts à lui ou envers celle des parties? Puis pour moi, Ou c'est ça la envers, différence. oui, excuse-moi. Ou envers ses croyances. Par Ouais. exemple, moi, ça, j'ai vu ça souvent, des médiateurs. Ah, ben, il est bien mieux de faire ça. Ben, la meilleure solution. Donc là, le médiateur qui a sa solution, OK? Puis il dit, ben là, ça devrait passer par. Dans sa tête, il se dit, ben là, ça devrait passer par ça. Puis des fois, ils sont conscients, mais des fois, ils sont pas conscients de ça. Mhm. Moi, j'ai la solution. Ouais, Vous me nommez médiateur, moi j'ai la solution, puis je vais vous amener où je pense que c'est la meilleure façon. Et là, il va poser des questions pour amener les personnes où il veut les amener tout à fait. dans sa compréhension de la situation. Ouais, puis une couche un peu plus subtile de ça, c'est je veux être perçu comme étant la personne qui amène la solution. Comme ça, ben, je vais justifier le tarif qui me paye, tu sais, finalement. Oui. Mais Donc, tu sais il y a quoi? tout ça qui peut se Oui. jouer.
Mais tu sais quoi aussi, des fois, moi, je travaille beaucoup avec les avocats qui deviennent des médiateurs. Là, je peux Mhm. parler beaucoup des avocats parce que c'est des professionnels Ouais. que je connais. Tu sais, dans leur pratique, ils sont appelés à, j'ai un problème, avocat, j'ai un problème, trouve-moi la solution. Mhm. C'est pas comment ça. Non, trouve-moi la solution. Ils sont habitués dans leur cerveau. Moi, je dis qu'ils ont une autoroute 6 voies. Je me dis comme ça. Vous avez une autoroute 6 voies où ça fait 20 ans, 30 ans, vous réglez les problèmes. Vous Mhm. trouvez les solutions, vous les réglez. Et là, vous arrivez en médiation. Wow, recule, recule, puis écoute. Et c'est ça, c'est pas facile. Mhm. Ben, tout à fait. Puis même dans les médiations, survient un moment où, disons qu'on est en train de négocier des concessions, à un moment donné, ça bloque, là. Il y a une impasse. Oui, oui, Nécessairement, la pression et le regard va se tourner vers le médiateur, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais? ouais, Puis ça, c'est un moment crucial pour le médiateur. Est-ce que justement, il embarque dans son chapeau de solutionneur, puis moi, je vais te le trouver, ta réponse ou la ouais, solution au ouais, problème, ou il est capable, au contraire, de laisser aller de ouais. son ego, de laisser aller son importance à lui, puis dire, écoutez, je ne sais pas plus que vous, c'est vous les experts de votre situation, on Oui. va continuer à travailler avec ça, mais C'est ça. Eh bien, t'en parles justement, là, tu viens de glisser un mot, puis j'ai fait, faut en parler de ça. ouais. L'ego du médiateur. C'est quoi cette Mhm. affaire-là? Ben, c'est vraiment en lien avec ce qu'on est en train de discuter. L'ego, ça a plusieurs définitions en psychologie, Oui. donc disons qu'on ne fera pas le tour de toutes les nuances de la chose, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand l'ego devient tellement préoccupé par ses intérêts personnels qu'il en devient égoïste, puis égocentré. Puis moi, c'est l'extrême qu'on veut éviter finalement dans une médiation en tant que médiateur, où est-ce qu'on privilégie nos intérêts à nous par-delà les intérêts des parties. Donc, dans les espèces de tensions que je viens de vous expliquer, est-ce que je Mhm, suis capable de devenir conscient que oui, j'ai un intérêt inhérent à ce que la médiation dure plus longtemps ou à ce que les parties suivent mon idée à moi, comme ça j'ai l'air brillant mhm, en trouvant la solution? Est-ce que je suis capable de relâcher mon attachement à mes propres intérêts pour favoriser puis privilégier ce que la situation a besoin, ce que les parties ont besoin? C'est mhm. dans ce sens-là, plus on est, plus on a un ego qui est grand ou qui est présent ou qui prend de la place, ben, plus on va vouloir rester attaché à nos idées, à notre manière de faire, à ce que nous, on Ça. pense qui devrait être la chose à faire, versus Mhm. faire preuve d'humilité, faire preuve de je ne sais pas c'est quoi la bonne réponse, c'est vous qui C'est allez. exactement ce que je dis souvent aux gens. Un médiateur, c'est quelqu'un qui est humble. Ça prend de Mhm. l'humilité Ouais. parce que c'est pas toi qui es la vedette. Je leur dis ça, mais dans le fond, je devrais leur dire, ah, lâche ton ego. Non, mais moi, tu sais, j'illustre ça de la façon, c'est pas toi la vedette. C'est Mhm. pas toi, là, c'est pas de tes croyances, de tes perceptions, de ta pensée, c'est pas toi qui est important, c'est eux. Tu es au service d'eux. Voilà. Et c'est ça, je pense que plus que tu es conscient de la posture du médiateur, ben plus que ça va t'aider. En tout cas, plus que tu es conscient ah là, tu sais, je suis en train de vouloir être la vedette ou d'amener mes affaires, plus que tu es conscient de ce qui se passe dans ton esprit. Euh, Exactement. ouais. Mais tu sais, puis là, moi, j'aimerais ça qu'on parle aussi d'empathie, parce que moi, je te dirais que j'ai été présidente du comité de formation de l'IMAC, et on avait à un moment donné adressé un profil de compétences des médiateurs. Fait qu'on Mhm. a regardé des profils un peu partout de ce qui était dit, et partout, partout, ça parlait, tu sais, des profils européens, américains, canadiens. On parlait beaucoup de l'empathie du médiateur. J'aimerais que tu Mhm. me fasses un lien entre la pleine conscience puis l'empathie. Comment tu vois ça, toi? Ouais, ben il y a des très beaux liens à faire, là. En fait, ben, il y a une partie du livre qui en parle, puis dans mon cours, on passe un bon moment là-dessus. Moi, le lien que je vois, c'est que, ben, effectivement, l'empathie, c'est primordial pour un médiateur pour être capable de ben, comprendre ce qui se passe, mais aussi gagner la confiance des parties qui vont se sentir écoutées, qui vont se sentir respectées, vont nécessairement mieux naviguer là, le contexte d'une médiation. Puis ben, c'est le médiateur, par son empathie, qu'il est capable de développer ça. Donc, oui, c'est l'idéal qu'on tente d'atteindre, mais vers le chemin, vers incarner l'empathie, ben, il y a toutes sortes de pièges qui peuvent nous faire basculer dans la sympathie, par exemple, ou l'antipathie envers une ou l'autre des parties. Puis, ben, justement, la pleine conscience peut nous permettre
de prendre conscience quand on est sur le bord de basculer vers la sympathie ou l'antipathie, puis de demeurer finalement ancré. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que si on prend l'empathie comme la capacité à se mettre dans les souliers de l'autre ou dans la peau de l'autre, il y a différents éléments. L'empathie, il y a la capacité cognitive, donc intellectuellement me mettre à la place de l'autre, mais il y a aussi émotionnellement vivre ce que la personne vit. Et tant Mhm, qu'à moi, les deux sont importants. On est capable d'être capable, on a besoin d'être capable de ressentir ce qu'une personne est en train de vivre. Et donc ça va générer en nous des émotions désagréables quand on va être au contact de ça. mhm. Puis ben, ce que la pleine conscience permet de faire, c'est de garder la conscience que ce que je vis à ce moment-là, ça ne m'appartient pas. C'est Ça ça. appartient à la personne, mais je veux le vivre pour comprendre. Ouais. Mais je comprends que ce n'est pas quelque chose qui m'appartient à moi. C'est Quand, ça. Je veux pas pleurer avec elle quand même, là. non, c'est ça, Je veux pas mais commencer à pleurer avec elle parce que là, on tombe dans la sympathie, là. Ça, voilà, c'est là, c'est pas ça contagion qu'on veut, là. émotionnel. Là, on est dans la contagion émotionnelle, puis là, la souffrance devient notre souffrance Pas versus ça. je veux ressentir qu'il y a quelque chose de souffrant à l'autre personne, donc je le ressens réellement à l'intérieur de moi, mais je garde la conscience que ça ne m'appartient pas, et donc je suis Exact. capable de rester en contrôle puis balancer. Oups. Parfois, ça gèle un peu, là, mais ça va dégeler, là. Je tiens à le dire. Donc, on était en train de parler de l'empathie. Je ne sais pas, Elvis, si tu le vois, mais des fois, ton image, elle fige. C'est Ah, arrivé OK. 2 fois. C'est la deuxième fois, mais c'est pas grave, surviens. C'est OK. toujours sur un bon moment. Ben, je peux reprendre là, s'il y a quelque chose qui n'a pas bien Non, été. non, 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 c'était correct. Là, je parlais, je disais, mais là, ça figeait un peu. Je disais, oh, ben, là, on parlait d'empathie puis de l'importance de l'empathie, tout ça. Il y a des pièges là-dedans, juste reformuler, en tout cas, faire une petite synthèse. Donc, il y a des pièges là-dedans. On parle de apathie, sympathie, antipathie. Puis là, il y a un autre piège aussi dans l'empathie qu'on parle souvent. Puis là, je vois que tu es encore figé, c'est dommage. Où on parle souvent de problèmes d'impartialité. Fait que j'imagine que l'image va. OK, ça a Oh, congelé, désolé. c'est pas grave. Euh, certains auteurs dans la médiation disent le médiateur ne devrait pas être empathique parce qu'il va perdre son impartialité. Ça, c'est un grand souci de beaucoup. Personnellement, moi, je suis plutôt de l'école à croire que l'empathie, c'est utile et nécessaire. Mais je pense que si tu es empathique avec une personne, il faut que tu sois avec l'autre aussi. Ouais, ça c'est un bon point là, disons, de donner justement une considération égale aux deux personnes. Donc, si on fait quelque chose pour l'un, on fait quelque chose pour l'autre aussi. Donc, pour moi, Mm. c'est plus en lien avec l'impartialité. Impartialité. Mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette posture que l'empathie va nécessairement nuire à notre impartialité. Puis souvent, quand on lit dans la littérature, c'est une confusion entre justement la définition de l'empathie et de la sympathie. Mhm. Il y a un professeur à Yale qui s'appelle Paul Bloom qui a écrit un livre qui s'appelle Against Empathy, donc contre l'empathie. Ah oui, ah, Puis, son argument, il donne l'exemple d'une petite fille où est-ce qu'il y a eu une inondation aux États-Unis, puis là, on voit une petite fille à la télé, puis elle dit, elle pleure, puis elle n'a pas son toutou. Puis là, selon lui, selon Paul Bloom, il y a eu une vague d'empathie qui s'est emparée des États-Unis, puis ils ont envoyé des milliers de toutous à la petite fille, alors que ce qu'elle avait besoin, c'est de nourriture, puis ouais, ou dormir. Donc, pour lui, l'empathie rend un peu stupide et on se met à faire des choses irrationnelles à partir de cette empathie-là. Puis pour lui, ce qu'il faut faire, c'est juste de rester dans le rationnel ou la rationalité d'un point de mhm. vue de l'empathie. Pour moi, ce qu'il décrit, c'est de la sympathie. C'est pas de. Ouais, Puis la distinction pour moi entre sympathie et empathie, c'est justement pas être capable de s'auto-réguler à travers l'émotion qui est en train d'émerger. Donc, si on comprend que ce qu'on vit à ce moment-là, c'est la détresse de la petite fille, mais qu'on garde notre rationalité allumée, ben, on est capable de faire ce travail-là, de se rendre compte que ben, ce qu'elle a besoin, c'est peut-être pas juste des toutous, puis elle a besoin aussi d'autres ouais, ressources, finalement. ouais, ouais, Pour ouais. moi, c'est important parce que on baigne dans le genre de société où on vit, on a accès de l'information de partout à travers la planète, puis on comprend plein de situations désastreuses qui se passent d'un point de vue cognitif, et Oui. pourtant on n'agit pas. Mhm, Ce qui nous fait agir, c'est quand on est touché émotionnellement, quand on regarde même l'étymologie du mot émotion, c'est un mouvement de l'intérieur. C'est mhm, littéralement ça que ça veut dire. Donc, mhm. si on veut être porté à aider, si on veut vraiment aider concrètement en dépensant notre temps, notre énergie, nos ressources, il faut se laisser toucher émotionnellement.
Donc, quand on reste juste dans la partie intellectuelle de l'empathie, on n'est pas efficace, on n'a On n'est pas on n'a pas efficace. cette motivation-là, on n'a pas ces ressources-là. Donc, Ouais. aller dans l'émotion, se laisser toucher, mais garder la conscience de ce que la situation a besoin, pour moi, Mhm. c'est tirer le meilleur finalement de ce que peut nous apporter l'empathie. Si on vient à la médiation, ça fait aussi que je pense que quand une personne sent son médiateur empathique, et là on parle d'une empathie intelligente, on pourrait peut-être l'appeler comme ça, empathie de réserve ou intelligente, je ne sais pas le mot réserve, mais tu sais, c'est que je vais le ressentir, je vais toucher dans ma tête et dans mon cœur, mais je suis capable de rester dans une certaine distance quand même. Mhm. Quand les parties vont le sentir, une personne le ressent, et ça, je pense que ça crée le lien de confiance. Ben oui, Et on là, n'est on pas arrive juste un à la numéro. confiance. On n'est pas juste un numéro sur la table sur le dossier du médiateur. Là, tu sais, il y a un contact humain, on sent que la personne, j'ai juste le mot care qui me vient en anglais, là, mais tu sais, qui se soucie de qu'est-ce qu'on Oui, est en train de oui. vivre, qui est là de bonne foi pour nous aider. Si on Mhm. reste juste intellectuel, ça marchera pas. Puis moi, le terme que j'utilise, c'est de l'empathie compétente, tout simplement. Oui. Ah oui, ah, j'aime ça, empathie C'est compétente. d'avoir C'est la intéressant. compétence d'utiliser l'empathie de la bonne manière, finalement. Mhm. Euh, j'ai été formée en communication non violente, mais on parlait aussi de l'auto-empathie. C'est-à-dire que parfois, c'est fatigant notre métier. C'est exigeant. Puis il y a des médiateurs. Moi, j'ai fait beaucoup de médiation familiale. C'est des dossiers vraiment. Et si tu fais deux, trois rencontres par jour, là, tu deviens épuisé. Je connais aussi des médiateurs qui travaillent dans des organismes comme la CNESST. C'est leur métier. Ils font ça à journée longue. Et à un moment donné, tu peux devenir en déficit de l'empathie. C'est-à-dire que si ta bonbonne d'oxygène est vide, tu peux pas donner de l'oxygène à quelqu'un. Mhm. Donc, ça, je vois ça et je me dis, puis là, j'avance dans ma pensée, puis tu réagiras. Je Mhm. me dis, ben, il faut que je sois aussi conscient que parfois, je suis épuisée, je suis fatiguée. Parfois, j'ai plus de jus. Je peux pas être empathique, je peux pas bien faire mon travail de médiateur parce que mes batteries sont à plat. Effectivement, ben, encore là, pour moi, ça revient encore à la thématique de est-ce que je suis conscient de ce qui se passe et qu'est-ce que le moment a besoin. Parfois, c'est peut-être de reporter, parfois, c'est de prendre une pause, parfois, c'est de prendre un moment pour soi. Mais si on n'en est pas conscient, puis qu'on fait juste rouler inconsciemment à travers la fatigue, ben, c'est là où on se brûle nous-mêmes, où on ne rend pas le meilleur service que les parties pourraient recevoir. C'est ça. Puis, si on s'en rend compte, ben, on a le choix. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Tant C'est qu'on ne ça. s'en rend pas compte, on n'a pas le choix. C'est ça. C'est ça. Mais c'est quand même incroyable de penser que tu peux passer ta vie à pas te rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Non, tu trouves pas? Ben oui, effectivement. Puis, tu sais, veux pas, à l'époque où est-ce qu'on vit, puis dans les genres de société où on vit, on est très porté vers l'extérieur. Là. Tu sais, Ouais, tout se passe à l'extérieur. Notre attention est constamment sollicitée par l'extérieur, que ce soit les téléphones, la technologie, que ce soit les carrières, le besoin de progresser. Tout ça, c'est des choses qui se passent à l'extérieur ouais, de soi, finalement. Puis on a très peu dans notre culture des espaces, des pratiques qui nous ramènent à comment ça va, tu sais, en ce oui, moment. Qu'est-ce qui est oui. vivant pour toi là? De quoi Ouais, tu as besoin en ce moment? Tu sais? c'est ça. C'est vraiment effectivement dans notre culture où prendre du temps pour soi, aller marcher en nature ou s'asseoir un peu puis respirer, faire des exercices de respiration. On n'a pas le temps, on est tiré, la vie, la carrière, les enfants, le bruit. Il y a constamment du bruit. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais même quand tu arrives dans un ascenseur, la musique joue. Quand tu arrives dans ton auto, les gens, ils mettent la musique tout de suite. Tu sais, c'est comme tout le temps, les sens sont super sollicités. Puis par tout ce qui est médias sociaux aussi, tout ça, les téléphones, etc. C'est vraiment le moment présent, on n'est pas dedans, là, mais pas beaucoup. Pas Ah, puis beaucoup. c'est au point où on développe une forme de, je dirais pas phobie, là, le terme est fort, mais une forme de malaise ou d'inconfort à être tout seul avec soi-même ou d'être en silence. C'est comme ça Ouais, devient, c'est soit plate, soit c'est oppressant parce que là, il n'y a rien qui se passe. ouais. Puis ça, c'est dommage, tu sais, il y a tellement, tu sais, quand on dit dans la vie que, tu sais, on veut être heureux, puis on veut la paix, puis on veut ce genre de qualité-là, ben, ces qualités-là se retrouvent dans la paix, tu sais, un moment de Ouais. silence. Si Ça, tu veux c'est ça. ressentir la paix, c'est dans le silence que ça se passe en quelque part, là.
pas Mhm. toujours, mais une manière d'y accéder, c'est celle-là. Et là, on a développé tellement d'habitudes qui nous éloignent de ça que maintenant, c'est tellement étranger à nous que ça devient, Ouais. c'est ça, étrange. Étrange, ça devient bizarre. Je Ouais. pense aussi, puis ben, en tout cas là, c'est quelque chose que je t'envoie comme ça. Si je veux susciter la paix entre des personnes en conflit, je dois moi-même être en paix à quelque part, non? Ouais, ouais, tout à fait. C'est toute cette, justement, on est dans cet espace-là avec eux pour changer la dynamique, n'est-ce pas? Pour changer la Oui. donne, parce qu'entre eux, ça marche pas, ils ont essayé, ça marche pas, puis là, on nous demande, nous, de venir intervenir. Ben, nécessairement, comment nous, on arrive, ce qu'on apporte comme attitude, comme énergie, comme présence, va nécessairement avoir un impact sur leur dynamique à eux. Puis Ouais. souvent, ben, en médiation, on est là pour modeler un bon Mhm. comportement respectueux, de l'écoute pour qu'ils apprennent à s'écouter, ben, nous, on modèle ce comportement-là constructif-là. Ok. Donc, tu sais, c'est tout. Et puis c'est ça aussi que tu écris, le titre de ton livre, il est très parlant, c'est le savoir-être du médiateur. Moi, j'enseigne des techniques, je ne peux pas enseigner savoir-être, mais savoir-être, peu importe ta technique de médiation, dans le fond, peut faire toute la différence. Ben, tout à fait. Moi, c'est clairement mon opinion, disons, ou ma posture sur la chose. Puis, On est d'accord. ouais. Puis effectivement, j'avais entendu une citation à un moment donné qui est en lien avec le leadership. On disait le leadership, ça s'enseigne pas, mais ça s'apprend. Pour Mhm. moi, le savoir-être, ça s'enseigne pas, mais ça s'apprend. Puis moi, disons, à travers mes cours, je donne plein de pratiques, des exercices, tout ça, mais finalement, c'est la personne elle-même là, qui doit faire ce travail-là. Je ne peux pas le faire à sa place. Ouais. Mais effectivement, pour moi, le savoir-être, finalement, c'est la fondation des techniques puis du savoir. Si on peut bien donner les quatre techniques de la médiation ou les quatre étapes de la médiation, ben, s'il n'y a pas un fond d'intégrité, s'il n'y a pas un fond d'impartialité qui est là pour naviguer à travers ces étapes-là, ben, c'est un outil comme un autre, là. Il peut être utilisé à bon escient comme à mauvais escient, finalement, ces quatre étapes-là de la médiation. Ouais. Parce qu'il y a des médiateurs qui peuvent manipuler aussi. C'est facile aussi là, de faire de la manipulation, mais c'est pas ça qu'on veut, puis c'est Ouais, pas ça qu'on souhaite. Écoute, le temps file à une vitesse folle. Je voulais juste voir avec toi. Toi, tu donnes des cours, tu donnes la formation. Si les gens ont le goût de communiquer avec toi, parce que tu sais, nous, c'est une chaîne internationale, ça, ouais, ça n'a pas l'air de ça, mais tu sais. Donc, mais si les gens veulent te rejoindre pour tu vois, des petits ateliers ou des formations en ligne ou des trucs, toi, c'est ce que tu fais. Tu me dis que tu fais des conférences puis tout ça. ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Fait que, oui. Ben, c'est sûr, vous pouvez m'écrire sur mon courriel à l'Université de Sherbrooke. C'est Est-ce que sûr. tu veux que je vais le mettre en dessous de la vidéo? Je vais le mettre Ouais, en ouais, dessous de tout la à fait. vidéo, puis Ouais, je ouais. vais mettre le titre de ton livre en dessous de la vidéo, édition Yvon Blais en 2018, puis je vais mettre ton Ouais. courriel. Fait que si les gens veulent te rejoindre pour quoi que ce soit, pour des ateliers, des conférences, moi, je te souhaite sincèrement que ce soit entendu. Ton travail et qu'il se répande partout dans la francophonie mondiale. C'est là qu'on travaille. Il y a aussi Christophe André, je voulais en glisser un mot, qui a beaucoup écrit là-dessus, puis qu'il y a des, tu sais, pour dans la francophonie, là, il y a même, j'ai vu des livres avec des disques, des CD, puis des exercices. Donc, je pense que c'est quelqu'un quand même assez pionnier là-dedans. Ben, peut-être pas pionnier, mais je dirais que dans la francophonie, c'est quand même une bonne référence. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, je réfère à lui à plusieurs reprises dans mon OK. cours. Son livre Méditer jour après jour, 25 leçons en pleine conscience. Je trouve que c'est vraiment un beau livre parce que ça permet de toucher à des aspects de la pleine conscience qui sont justement pas cognitives. Finalement, la pleine conscience, c'est une expérience. Puis lui, à travers des peintures relativement connues, nous amène dans des espaces intérieurs qui miroirent un peu ce qui se passe dans les peintures. Donc, c'est comme une autre manière plus intuitive d'accéder à une compréhension de la pleine conscience. Et pourtant, lui, c'est un psychiatre, il fait de la recherche là-dessus. Donc, Oui, oui. Tu as il y a appelé quand ça, même une rigueur puis un sérieux derrière son approche, là. ouais, méditation jour après jour. Le titre, Méditer jour après jour, 25 leçons de 25 leçons. OK, de Christophe André. Je vais le mettre aussi dans la référence. Écoute, je te remercie infiniment. Je te souhaite une excellente année 2024 et que tu puisses contaminer la planète entière. Ce serait une bonne affaire.
Rien de moins. On le La travaille. planète des médiateurs de la francophonie mondiale. Donc, voilà. C'est une Et invitation. Les gens qui se sentent appelés ou qui sont prêts pour ça trouvent la manière d'y aller. Donc, oui, c'est j'invite les gens vrai. à explorer ça pour eux-mêmes. Puis, C'est ben, je te vrai parce remercie, que, Céline. ouais, mais je te remercie à toi aussi. Puis espérons que oui, si on ne l'a pas parlé, mais oui, ça demande un effort. Mais c'est pas juste d'être un meilleur médiateur, mais c'est aussi d'avoir une meilleure vie pour soi-même, pour sa famille, ses amis, puis pour soi. Ben oui. C'est pas juste une question professionnelle, de toute façon. Ben non, c'est ça. Ultimement, on est on a le même cerveau, le même cœur, qu'il soit en médiation ou à la maison, là. Donc, effectivement, Oui. c'est une manière de vivre au-delà d'une technique qu'on applique, là. Tu sais, c'est vraiment. C'est bon. Mais je te remercie, puis je te souhaite le Merci, meilleur. Céline. Merci. Bye bye.